Rebonjour à toutes et tous. Alors, on se retrouve à nouveau aujourd'hui et comme depuis hier sur ces sessions live de ce dernier week-end de l'Andorron 2020 dans une config un petit peu particulière. Merci la technologie et merci à notre super équipe régie. Dernière thématique abordée ce week-end avant de clôturer l'Andorron tout à l'heure à 18h30 avec la présence d'Imani. Donc là, cet après-midi, nous allons aborder et parler d'un projet de recherche qui est suivi et développé par le CHU de Nantes, qui est un projet de recherche en génétique. Et nous avons avec nous Bertrand Isidore et Sarah Lepage. Je vais vous laisser simplement peut-être vous présenter avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Oui, merci. Donc, je suis Bertrand Isidore, je suis praticien hospitalier en génétique médicale au CHU de Nantes. Et donc, avec le docteur Ploto en gynécologie, ça fait maintenant plusieurs années que nous encadrons un projet de recherche qui vise à identifier des facteurs génétiques de prédisposition à l'endométriose à partir de formes très rares, familiales de cette pathologie. Donc, Sarah, qui est là, va vous présenter l'avancée de ce projet qui a commencé maintenant il y a 4-5 ans environ. Merci beaucoup. Merci, Donc, Sarah. bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Sarah Lepage et je suis technicienne de laboratoire. Et du coup, j'assiste le docteur Isidore dans ses recherches. Et c'est moi notamment qui fais les manipulations associées à ce projet. Donc, je vais vous faire une petite présentation de notre projet qui est soutenu et en partie financé par l'association. Donc, pour commencer, même si je pense que vous êtes tous au courant, j'aimerais refaire un petit point sur ce qu'est l'endométriose. C'est une maladie qui se caractérise par la présence de tissu endométrial en dehors de la cavité utérine, ce qui est lié à la migration de cellules stromales et épithéliales de l'endomètre. Donc, les foyers endométriotiques qui vont être soumis à l'influence du cycle menstruel, c'est-à-dire qu'ils vont s'épaissir et saigner au moment des règles, ce qui va provoquer dans les tissus atteints l'apparition de lésions, kystes ou adhérences qui vont perturber le fonctionnement des organes touchés. Alors, parmi les organes touchés, on retrouve notamment les organes proches de l'utérus et c'est la présence de lésions dans ces organes qui sont à l'origine des symptômes qui sont caractéristiques de l'endométriose, comme par exemple les règles douloureuses, les douleurs durant les rapports ou aussi des douleurs pelviennes chroniques et des soucis liés à la fertilité, des problèmes d'infertilité. Alors aujourd'hui, l'endométriose, le diagnostic se base sur, dans un premier temps, un examen gynécologique qui va permettre d'évaluer la douleur, de déceler les symptômes caractéristiques et de pouvoir définir les lésions possibles et leur localisation. Et une fois posé, ce diagnostic va devoir être confirmé par échographie ou IRM, et ce qui va permettre de définir le type d'endométriose, par exemple sévère ou profonde ou superficielle, et permettre de localiser précisément les lésions endométriotiques. Les traitements, quant à eux, une fois que le diagnostic est posé, sont au nombre de 2. Il y a un premier traitement hormonal. Il consiste en la prise de contraceptifs, ce qui va permettre de minimiser l'impact du cycle menstruel sur les lésions et donc de diminuer les douleurs et les symptômes qui leur sont associés. De même, le traitement chirurgical, qui est majoritairement pratiqué par célioscopie, va permettre la résection de ces lésions et donc de supprimer les symptômes associés. Donc, bien qu'aujourd'hui l'endométriose soit une maladie qui tend à être de plus en plus visible, elle présente encore de nombreux challenges, notamment le développement d'outils qui vont permettre un diagnostic précoce de cette maladie, puisqu'aujourd'hui les patientes font en moyenne face à une errance diagnostique de 7 ans. Il y a également la découverte d'un traitement spécifique, puisque le traitement hormonal a une efficacité inconstante et des effets secondaires, de même que le traitement chirurgical va présenter des risques. Et enfin, les causes de l'endométriose sont aujourd'hui peu connues, même si plusieurs pistes sont justement envisagées, donc notamment la piste immunitaire, environnementale ou la piste génétique. Et c'est précisément à cette piste génétique qu'on s'intéresse aujourd'hui. Alors, pourquoi on s'intéresse à cette piste génétique? Parce que, comme le disait Bertrand, un jour au CHU, le gynécologue a été confronté à un cas d'endométriose très particulier, c'est-à-dire que dans cette famille,
sur 5 filles dans la famille, 4 étaient diagnostiquées avec une endométriose profonde ou sévère. Et la dernière, bien que le diagnostic ne soit pas certain, cette forme d'endométriose était également soupçonnée. Donc, quand on voit un arbre généalogique pareil, ça pose la question justement d'un déterminisme génétique de l'endométriose, alors que bien que cette maladie soit une maladie multifactorielle, c'est-à-dire qu'on suppose que son développement est associé à plusieurs facteurs génétiques, est-ce qu'il serait possible que dans certains cas, l'apparition de l'endométriose soit associée à un seul facteur génétique? Donc, c'est l'hypothèse qui a été tirée à partir de ces premières observations, c'est-à-dire qu'il existe au moins un gène qui est responsable de certaines formes d'endométriose. L'objectif étant ici dans le projet d'identifier ce facteur génétique. Donc, le projet a lieu en 2 temps. Donc, dans un premier temps, après la découverte de cette famille, l'objectif a été de recruter des familles justement qui présentent les mêmes caractéristiques. Et dans un second temps, grâce à des techniques de séquençage au débit du génome des patientes, l'objectif est d'identifier le facteur génétique. Alors, comme je vous le disais, donc la première partie a été grandement possible grâce à l'association, puisqu'elle a permis de sélectionner 8 familles qui présentaient une forme familiale d'endométriose avec de l'endométriose profonde ou sévère. D'ailleurs, on recherche toujours aujourd'hui des familles dans le cadre de ce projet-là. Et si jamais certaines patientes se reconnaissent dans ce type d'endométriose, qui n'hésitent pas à nous contacter si jamais ça pourrait être très utile. Et dans un second temps du projet, l'objectif a été de séquencer le génome des 4 patientes de la famille, ainsi que le génome de leurs parents. Alors le séquençage, pour développer un peu ce que c'est et pour bien comprendre comment ça marche, ça fonctionne en 3 étapes. Donc la première est l'extraction de l'ADN, puis la préparation des échantillons de séquençage en eux-mêmes, et enfin le séquençage. Alors, l'extraction de l'ADN se fait à partir d'une prise de sang des patients. Dans cette prise de sang, on va du coup avoir les globules blancs qui contiennent de l'ADN. Les cellules vont alors être ce qu'on appelle lysées, ce qui va détruire la membrane qui entoure les cellules, et l'ADN génomique va pouvoir être relâché, et nous, on va pouvoir le récupérer. Lorsque l'on récupère cet ADN génomique, il va ensuite être fragmenté en différents segments et tous les segments vont être amplifiés pour avoir le matériel nécessaire au séquençage. Alors, le séquençage, pour comprendre comment ça marche, il faut se rappeler que l'ADN est une molécule, ce qu'on appelle double brin. Elle est constituée de 4 unités de base qu'on appelle les nucléotides. Il y a le C, le G, le A et le T. Et ces bases sont complémentaires 2 à 2. C'est-à-dire que le G et le C sont complémentaires et le A et le T sont complémentaires. Et c'est cette complémentarité qui va permettre la formation d'un double brin, comme on peut le voir ici. Au cours du séquençage, il y a ce qu'on appelle une étape de dénaturation. On va donc passer d'une molécule double brin à simple brin, c'est-à-dire que les bases ne vont plus avoir leur complémentaire en face. Et c'est là-dessus que repose le principe du séquençage, c'est la reconstruction de la molécule double brin. Pour ça, on va mettre en contact avec notre ADN simple brin des bases A, T, C ou G. Chacune va être couplée à une couleur particulière. Et spontanément, ces bases vont venir se fixer en face de leur complémentaire, ce qui va créer en fait un enchaînement de couleurs que l'ordinateur va détecter, enchaînement de couleurs qui va être spécifique à la séquence en A, T, G ou C. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir reconstituer le génome des patients. Lorsque cela a été fait, donc on avait l'enchaînement spécifique des patients en A, T, G ou C, leur génome a été comparé à ce qu'on appelle le génome de référence. Donc le génome de référence a été mis en place à partir d'échantillons d'ADN d'énormément de patients, que ce soit de patients d'ailleurs ou de donneurs sains. Ça a permis de donner justement la référence et l'ADN de nos patients a été comparé à la recherche de ce qu'on appelle des variants. Alors des variants, qu'est-ce que c'est? C'est quand par exemple, dans le génome de référence, à un endroit donné, on a un T, et que dans le génome du patient, au même endroit, on a un A. Donc, il y a une différence de base à ce niveau-là. Et donc, des analyses bioinformatiques ont permis de rechercher des variants communs aux 4 patientes et qui étaient absentes des bases de données. Parce qu'en fait, il existe des bases de données qui recensent tous les variants, puisqu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de polymorphisme au sein du génome de toutes les personnes, polymorphisme qui peut être
totalement bénins, n'avoir aucune conséquence et aucun impact, mais qui peuvent aussi être liés à des pathologies. Donc là, l'objectif, c'était de comparer, de rechercher des variants communs aux 4 patientes et absents de ces bases de données. 10 variants ont pu être détectés et parmi ces variants, il y a un variant spécifiquement qui se situe sur un gène qu'on soupçonne de pouvoir être impliqué dans le développement de l'endométriose. Alors, comment ça se traduit chez la famille où l'étude est menée? On voit que chez le père, à cet endroit précis, il est ce qu'on appelle homozygote T et T, ce qui correspond au génome de référence, tandis que la mère et les 5 filles de la famille présentent au même endroit le T et le G constituant le variant et la mutation dans ce gène. Donc au final, ces analyses nous ont permis d'identifier une variation très rare, commune aux femmes atteintes de l'endométriose, mutation sur un gène pouvant être impliqué dans le développement de cette maladie. Donc l'objectif, comme je vous le disais, on a sélectionné 8 familles qui présentaient les mêmes caractéristiques. Donc l'objectif ensuite a été de rechercher la mutation de ce gène candidat chez d'autres familles. Pour cela, on a séquencé le gène, seulement ce gène-là, chez les patientes des 8 familles différentes. Et on a pu mettre en évidence jusqu'à maintenant qu'elles présentaient aussi une mutation sur ce gène-là. Donc Sarah, oui. Excusez-moi de vous interrompre. Juste pour comprendre, en fait, vous parlez effectivement du gène candidat. C'est quoi l'hypothèse et pourquoi ce gène-là, en fait? Alors, en fait, ce gène-là, il ressortait, c'est comme je le disais, parce que la fonction associée à ce gène, le peu qu'on sait sur ce gène aujourd'hui, il pourrait être impliqué dans un processus menant à l'endométriose. Alors, je ne peux pas vous en dire plus, malheureusement, pour un souci de confidentialité, mais on a des bonnes raisons de penser que ce gène-là pourrait éventuellement modifier le comportement des cellules endométriales et donc favoriser le développement de la maladie. D'accord, merci. Et donc, quand vous parlez d'aller chercher d'autres familles, c'est en fait d'autres familles dont les filles aussi étaient atteintes d'endométriose, en fait. Oui, c'est ça. En fait, on cherche une forme familiale, comme celle dans la première famille identifiée, une forme familiale et où les femmes sont atteintes d'endométriose profonde ou sévère, pour voir si dans ces cas-là aussi, ce gène-là est impacté. D'accord, merci. Alors, Sarah, je me permets aussi de, juste si on peut préciser, parce que je sais que c'est une question qui va nous être posée, dans les liens de parenté qui sont recherchés, est-ce que ce sont plutôt des mamans et les filles? Est-ce que ce sont des sœurs? Est-ce que ça peut aller jusqu'aux cousines? Quels sont les degrés de parenté? Oui, alors effectivement, dans les familles recrutées, ce qu'on a majoritairement, c'est des liens mère et fille, mais aussi cousines, tout à fait. On travaille aussi sur des liens de parenté comme les cousins. D'accord, c'est important parce qu'effectivement, ça nous arrive assez fréquemment d'avoir cette demande. On a une autre question. Les formes familiales sont-elles toujours des formes graves, entre parenthèses, stade 4 ? Alors là, je pense que c'est plutôt à Bertrand de répondre à cette question. Je n'ai pas les compétences là-dessus. Non, une forme familiale, ça ne signifie pas que forcément elle est profonde. Donc effectivement, nous, pour l'instant, on s'est focalisé sur des formes à la fois familiales et profondes. Donc ça, c'est les 2 critères de départ. Alors après, c'est vrai que familial, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas de définition forcément très précise, mais ce qu'on recherchait, c'est surtout des formes très sévères qui concernent une fille et sa mère ou plusieurs sœurs. Mais après, on a finalement aussi recruté des formes où ça pouvait être une cousine. Mais ce qu'on privilégie, c'est lorsqu'il y a un lien, surtout au premier degré, c'est-à-dire 2 sœurs ou une fille et sa mère. Peut-être que Sarah, vous avez encore quelques diapos à nous présenter. Oui. La question qui reviendra et qui vient déjà, c'est et une fois qu'on l'a identifié, est-ce que vous avez d'ores et déjà des pistes sur comment on pourrait faire pour améliorer les choses? Pour améliorer les choses au niveau de la maladie? Voilà. Alors, pour l'instant, on n'en est pas là. Oui, voilà. Pour l'instant, on n'en est pas là du tout. Pour l'instant, du coup, déjà, le gène identifié en lui-même, on a besoin d'avoir beaucoup plus de preuves que c'est à cause de lui, potentiellement, que la maladie se développe.
on a besoin de comprendre pourquoi son impact, pourquoi cette mutation peut modifier le comportement des cellules, quels sont tous les mécanismes impliqués justement là-dedans. On a besoin vraiment de comprendre de manière physiologique et fonctionnelle ce que peut vouloir dire la mutation dans ce gène-là. Donc pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. On n'en est absolument pas là. Donc on ne peut pas dire pour l'instant comment ça pourrait améliorer. C'est de l'observation, c'est la phase d'observation qui peut être longue. Oui, c'est ça. Là, c'est le tout début du projet. Donc c'est vrai que malheureusement, on n'avance pas aussi vite. C'est ce qu'on dit, c'est pourtant nécessaire. C'est ce qu'on essayait d'expliquer ce matin avec Marina Gvaskov. Que les projets de recherche peuvent prendre beaucoup de temps, donc qu'il faut qu'on soit patiente, parce que c'est vrai qu'on espère des résultats très rapides et c'est légitime, mais de votre côté, ce sont des travaux de longue haleine. Oui, c'est vrai, on fait au maximum, bien sûr, mais il y a beaucoup de choses à mettre en place et on peut pas s'avancer sur des choses alors qu'on n'a pas vraiment les preuves qui vont derrière, et ces preuves, il faut pouvoir les générer, et c'est un processus assez long. Ouais. On vous laisse continuer, Sarah. Oui. Merci. Donc, justement, une fois qu'on a identifié la mutation et quel gène était impacté, l'objectif, comme je vous le disais, est de voir comment vont se comporter les cellules lorsque la mutation se développe dans ces cellules-là. Donc, l'objectif, ça va être d'induire la surexpression du gène muté ou son extinction et voir, au moyen de différents tests fonctionnels, les conséquences que ça va avoir sur les cellules de l'endomètre. Et c'est ce sur quoi moi je travaille aujourd'hui. Et les résultats préliminaires qu'on a pour l'instant, ça va plutôt dans le sens de ce qu'on espérait. Encore une fois, je ne peux pas vraiment m'étendre sur le sujet parce que c'est pas suffisant, j'ai pas assez de preuves pour affirmer ce que je dis, mais pour l'instant, les résultats qu'on a, ça va plutôt dans notre sens et dans le sens qu'on espère. Donc, c'est encore à creuser, évidemment, mais c'est plutôt encourageant. Donc, pour conclure, en fait, ce projet, il a permis, grâce à l'association, de recruter des familles, justement, qui présentaient les caractéristiques qui nous intéressaient. Mais l'association, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'elle a aussi permis de séquencer le génome. C'est grâce à elle qu'on a pu séquencer le génome qui a permis ce financement-là. Et donc, en fait, ça nous a permis d'identifier la variation génétique sur un gène candidat par sa fonction. Aujourd'hui, la confirmation de cette mutation est en cours dans d'autres familles et on étudie du coup l'impact de la mutation sur le gène. Donc, sur la fonction du gène, pardon. Et donc, en fait, à long terme, ce projet, il va ouvrir des perspectives importantes pour la compréhension du mécanisme de l'endométriose et qu'on espère avoir assez rapidement. Et effectivement encourageant, donc du coup ça va permettre peut-être de travailler sur un diagnostic un peu plus ciblé, lié à ce que vous êtes en train de mettre en évidence, peut-être, mais... Alors sur un diagnostic, je ne sais pas, peut-être, hein, espérons, mais c'est vrai que pour l'instant c'est très préliminaire ce qu'on fait, donc on ne peut pas s'avancer à ce point-là. Merci beaucoup, Sarah. Peut-être ce qui vient aussi comme question, finalement, là, on est sur une forme familiale. Donc, on aurait une forme génétique de la maladie. Est-ce que ça veut dire que, dans tous les cas, l'endométriose serait génétiquement transmissible? Est-ce qu'on connaît, si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on connaît la proportion de formes d'endométriose qui seraient génétiquement transmissibles? Est-ce qu'on a un peu une idée de ces éléments-là? Oui, quand même. On sait que très largement, l'endométriose n'est pas une maladie génétique au sens où on l'entend habituellement. C'est-à-dire que ce n'est pas une maladie héréditaire qui se transmet de génération en génération comme d'autres maladies génétiques qu'on a l'habitude de voir nous. Donc, c'est plutôt l'exemple contraire. Et c'est sûrement pour ça qu'en 2020, il n'y a aucun facteur génétique qui a été identifié. C'est justement parce que très probablement, dans la majorité des cas, ça ne l'est pas. Mais du fait qu'on ait vu quand même ces familles-là, où là, quand même, bien sûr, on peut penser qu'il y a peut-être aussi une cause environnementale commune, mais nous, on a fait l'hypothèse que, quand même, du fait qu'il y ait quand même plusieurs apparentés atteints, vous avez vu 4 sœurs, c'est quand même beaucoup. On pensait que dans ces formes-là, il y a un déterminisme génétique majeur, et même qu'un seul gène qui déclenche à lui tout seul la maladie. Mais ça, c'est une hypothèse de départ.
qu'on espère prouver, mais c'est vrai qu'on n'en dit pas plus parce qu'on n'en est pas sûr et certain aujourd'hui. Mais du coup, ça, ces formes héréditaires rares, on peut penser que peut-être, si ça expliquait déjà 1% des formes d'endométriose, ça serait déjà beaucoup, vous voyez, pour des idées. On est dans cet ordre oui, je pense. Oui. Oui. Et moi, ce que j'avais compris quand on s'était parlé, je crois que c'était durant l'été, au-delà de la forme génétique, en fait, vos travaux de recherche permettaient aussi d'expliquer un des mécanismes potentiellement, c'est-à-dire que même pour des formes qui ne seraient pas transmissibles, on pouvait avoir des hypothèses sur le fonctionnement, comment la maladie se mettait en place. Et donc, ça donne aussi une ouverture sur potentiellement les mécanismes de la maladie dans son ensemble, même quand elle n'est pas génétiquement transmissible. Oui, c'est ça, parce qu'on pourrait se dire, bah, si vous trouvez un gène qui explique 0,01% des formes d'endométriose, quel intérêt? C'est vrai. Sauf que pour l'endométriose, finalement, aujourd'hui, il y a énormément d'hypothèses par rapport aux mécanismes de survenue. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais à ma connaissance, il n'y a rien de formellement prouvé de façon scientifique de validé. Et du coup, l'idée, c'est que si dans ces familles-là, on avait la preuve qu'il y avait un gène en cause, en connaissant le fonctionnement du gène, on apporterait déjà la preuve qu'un mécanisme précis peut être responsable de certaines formes d'endométriose et qu'à ce moment-là, ce mécanisme, de façon beaucoup plus large, pourrait être en cause chez d'autres femmes, bien sûr. Et déjà, ça serait déjà une avancée, on pense, assez importante. Bien au-delà de ces 1%. Oui, tout à fait. Vraiment, parce que c'est quand même une des clés et des difficultés de la maladie aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas bien comment elle se met en place, en fait. Donc, ça donne quand même une ouverture sur des hypothèses, en tout cas, de développement de la maladie. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Ce serait avoir, je disais, une preuve, au moins une fois, d'un mécanisme en cause dans l'endométriose. Et à ce moment-là, on pourrait essayer déjà de comprendre et après, est-ce que ça permettrait de diagnostiquer ou de traiter mieux? Bien sûr, c'est ce qu'on espère, mais déjà, mieux comprendre, c'est déjà la première étape. Ouais. Donc, on en est là. Et là, vous pouvez nous dire un peu les prochaines étapes, on va dire à court et moyen terme? Oui, c'est ce que vous avez dit, Sarah, c'est que on a une famille avec une variation très très rare qui paraît candidate par la fonction du gène. Donc maintenant, pour en avoir la preuve, ça serait, avec de la chance, parmi les autres familles qu'on a recrutées, retrouver une variation dans le même gène. Si jamais c'était le cas, à ce moment-là, ça serait trop improbable que ce soit par hasard qu'on trouve des variations dans le même gène chez différentes familles. À ce moment-là, on aurait vraiment tout de suite la preuve. Alors ça, cette étape-là, quand je vous l'avais parlé, c'était il y a quelques mois, ça devait se faire rapidement, mais bon, le fait est que ça prend plus de temps que cela devait. Mais on espère que, on va dire, dans 1 mois, 2 mois, on aura ces résultats-là. Et à ce moment-là, si on trouve une variation dans le même gène pour d'autres familles, on sera sûr et certain que ce gène est impliqué. Et après, il restera tout un travail après de comprendre mieux le fonctionnement du gène. Donc, mais ça sera un travail à plus long terme. Oui, j'allais dire, si vous, parce qu'on a beaucoup parlé depuis hier aussi du financement de la recherche et de la nécessité de pouvoir financer la recherche pour avancer. Si vous rêviez sans contrainte de financement, c'est quoi un peu de façon à moyen terme après les développements d'un projet, si vous arrivez à confirmer cette hypothèse de gène responsable, on va dire, d'un des mécanismes au moins? Alors, je pense que ça va quand même des retombées importantes parce que je vous disais, à un niveau international, ce serait la première preuve d'une cause validée dans l'endométriose, à ma connaissance. Donc là, il y aurait des perspectives à beaucoup plus long terme de rechercher de façon plus large les variations de ce gène chez d'autres femmes atteintes d'endométriose, comprendre ensuite comment fonctionne ce gène et qu'est-ce qui fait que le dysfonctionnement de ce gène
entraîne l'endométriose. Donc ça, il y a des étapes ensuite d'études au niveau cellulaire par ce qu'on appelle des études fonctionnelles, c'est-à-dire de voir au niveau des cellules de l'endomètre, qu'est-ce qui est modifié, qu'est-ce qui va faire qu'elles vont se retrouver là où elles ne devraient pas. Donc ça, c'est des études à moyen et long terme qui pourraient nécessiter, même qui nécessiteraient une équipe de recherche à part entière, en fait. Hein. C'est un projet qui pourrait occuper une équipe de recherche à part entière. Donc là, du coup, il y aurait besoin d'autres financements. Alors c'est vrai que la plupart des études qui ont été faites, pour l'instant, on n'avait pas eu de financement de l'État. La plupart des analyses qui ont été faites, Sarah vous a dit, c'est grâce au soutien d'Endomal. Donc, mais néanmoins, si on validait ces premières étapes, c'est vrai que là, on pourrait légitimement demander des financements de l'État, des financements plus habituels. Et ça serait, on peut espérer quand même que là, on pourrait les obtenir mieux. La première étape, c'est d'avoir des preuves de ce qu'on avance. Et là, vous disiez, c'est un peu une première. Donc, en France et à l'étranger, quelles sont les équipes parce qu'on commence à parler effectivement de la génétique. Il y a d'autres équipes dans le monde aussi. Vous avez été en contact. Il y a des choses qui se passent dans d'autres pays. Oui, c'est comme pour toute la recherche, c'est un domaine qui est où il y a une certaine compétition. Alors, jusque-là, à ma connaissance, il y avait très peu d'études, très peu d'équipes qui travaillaient sur l'endométriose parce que finalement, je vous disais, ce n'était pas spécialement considéré comme une maladie génétique. D'ailleurs, ça ne l'est pas, je vous expliquer. Mais on sait que oui, il y a au moins 2 autres équipes en France qui ont le même type de recherche que nous. Et on est aussi en contact avec une équipe finlandaise. Donc après, sûrement d'autres, mais le même type d'approche est en cours dans d'autres laboratoires. Ce qui est plutôt bon signe en fait, même s'il y a de la compétition, ça prouve que la piste Oui. Ça veut dire que probablement dans les années qui viennent, là, 2 ou 3 ans, il y aura des avancées dans ce domaine, c'est sûr. C'est déjà très encourageant d'entendre ça quand même. On a pas mal de questions qui nous arrivent et notamment une question concernant justement le gène impliqué. Est-ce qu'il est possible que ces gènes impliqués soient hérités de l'homme? Oui, très bonne question. Et c'est tout à fait possible. Et c'est ça qui fait aussi la complicité de l'analyse génétique pour nous, c'est que ça peut très bien être hérité d'un homme qui n'a aucun symptôme. Alors pour nous, ça rend les études familiales encore plus complexes. Mais c'est une bonne question. Et la question, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres signes, ce qu'on appelle un autre phénotype chez l'homme qui serait porteur d'une variation? Ça sera une question aussi qui viendra après, c'est sûr. D'accord. Donc intéressant effectivement d'avoir cette ouverture. Alors il y a Muriel qui nous demande pourquoi se centrer sur les formes familiales et ne pas étudier aussi les gènes communs impactés chez les femmes atteintes sans forme familiale. Alors j'imagine que c'est pour différentes raisons, mais peut-être chercher une aiguille dans une botte de foin, c'est quand même si on arrive à réduire la botte, c'est peut-être plus simple. Oui, c'est exactement ça. C'est que on cherche à finalement diminuer la taille de la botte, comme vous dites, dès le départ, pour que ça soit pour nous le plus simple possible. Et même pas cette approche, vous voyez, à partir de formes très familiales, on a vraiment déjà beaucoup de difficultés. Donc, c'est l'approche la plus classique qu'on utilise, c'est de prendre les formes qui se reprochent le plus par le caractère familial et la sévérité, et faire l'hypothèse que c'est dans ces formes-là qu'il y a un déterminisme génétique plus important. Mais ça ne veut pas dire qu'effectivement, pour d'autres femmes, sans caractère familial, le gène pourrait également être en cause. C'est sûr, mais ça sera une autre étape aussi.
On a quelques questions sur la participation à l'étude. Marie qui nous demande combien de familles vous avez encore besoin de recruter sur cette étude-là. Si notamment, j'imagine, des personnes nous regardent et sont concernées par un cas d'endométriose chez la maman et chez la fille ou les filles, est-ce que vous avez encore besoin de personnes qui participeraient? Et est-ce que ça coûte quelque chose aux personnes qui participent que de venir participer à l'étude? Oui, on est intéressé toujours, Oudé et Sarah, par le recrutement d'autres familles, de nouvelles familles. Donc, dans ce cas-là, le plus simple, c'est de se mettre en lien avec nous via Endomind, je pense. D'envoyer un mail et puis en général, je pense que vous êtes redirigé vers nous. Et après, nous, on voit si sur un plan médical, les critères correspondent. Et à ce moment-là, on a besoin d'une prise de sang. Et à ce moment-là, on envoie une ordonnance pour juste une prise de sang qui peut être pris en charge par le budget de recherche. Donc, mais c'est de l'ordre de 20 €, quelque chose comme ça. Mais sinon, ça peut être pris en charge par le projet. D'accord. Donc, docteur, c'est important aussi de préciser que vous êtes au CHU de Nantes, mais que les participants peuvent se trouver n'importe où. Ce n'est pas indispensable qu'ils soient proches de vous. Oui, merci de le préciser. Oui, c'est vrai. Nous, après, on rentre en contact avec les familles et on envoie une ordonnance. Et la prise de sang, il se fait bien sûr dans un laboratoire à proximité. Pas besoin de venir à Nantes spécifiquement. Okay. On a encore 2 questions. Une question de Marie qui demande est-ce que le gène pourrait muter à cause de facteurs environnementaux? Quel type de facteurs? Alors, c'est une bonne question. On n'a pas la preuve de ça. À ma connaissance, il n'y a aucune maladie génétique pour laquelle on a eu la preuve que des facteurs environnementaux auraient favorisé la survenue d'une mutation. Donc là, aujourd'hui, on pense plutôt que c'est plutôt la conjonction de facteurs génétiques et environnementaux qui donne la maladie, mais ce n'est pas des facteurs environnementaux qui vont être responsables de l'apparition d'une mutation. Donc, je pense que vous répondez du coup à la deuxième question qu'on avait. Et si la cause de cette maladie était environnementale, vous seriez capable d'éliminer la piste génétique. Si je comprends bien, les deux sont liés et on ne peut pas isoler l'un de l'autre. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on pose la question est-ce que c'est une maladie génétique, je vous dis non. L'endométriose, c'est probablement un peu comme l'hypertension artérielle, le diabète. C'est une maladie multifactorielle dans laquelle il y a de nombreux facteurs qui interviennent. À la fois, il y a l'environnement et il y a la génétique. Probablement qu'il y a des formes d'endométriose qui sont liées peut-être quasiment exclusivement à l'environnement. Et puis nous, on a fait l'hypothèse qu'on avait qui était quasiment exclusivement génétique. Mais le plus souvent, c'est souvent la conjonction des deux. Et là, vous aviez eu du mal pour trouver les familles. Vous avez, je ne sais plus, c'est 7 ou 8 familles, non? Vous avez combien de… Oui, c'est ça. Alors, on était en contact avec 13 familles. Et puis finalement, on a eu comme prélèvement des prélèvements de 8 familles. Parce donc, que… du mal. C'est surtout, ça a bien fonctionné au tout début de l'appel à projet. Et puis après, ça s'est un peu essoufflé. Peut-être parce que c'est finalement très rare, les formes familiales, je ne sais pas. Mais, donc, vous voyez, sur 4-5 ans, on est en contact avec 13 familles. Oui. Après, on a toujours ce problème de la maladie qui est finalement encore assez mal diagnostiqué et qui se diagnostique tardivement. Donc, il est aussi possible qu'on sous-estime finalement, même potentiellement, des formes familiales avec un non-diagnostic, en fait. Oui, c'est possible. Et puis aussi, on avait quand même été au départ très exigeant dans les critères de recrutement. Et du coup, on a recruté des familles pour lesquelles on avait vraiment la preuve formelle par l'histologie, c'est-à-dire une intervention chirurgicale ou l'IRM. Dès que nous, on avait le moindre doute, on n'a pas accepté plusieurs familles, du coup, aussi. Donc, ça a pu jouer aussi. Et on est toujours demandeur de prélèvement de nouvelles familles, c'est sûr.
Il y a aussi la problématique du diagnostic qui s'est fait un petit peu par défaut pour une génération de femmes atteintes d'endométriose où on soupçonnait qu'elles étaient atteintes, mais qui n'ont jamais eu un vrai diagnostic posé. Donc, oui, c'est vrai que ça a pu jouer ça aussi. pour les familles, et ce qui est tout à fait normal. Mais on a cette difficulté aujourd'hui d'avoir la certitude que la maman et la fille sont toutes les deux diagnostiquées d'endométriose. Oui, c'est vrai. Ok. Donc, on peut faire un appel sur les commentaires de cette vidéo et de manière, de manière générale, sur les patientes. Est-ce que on peut évoquer le fait que vous recherchez encore des familles dont la maman et les enfants seraient de manière avérée diagnostiqués de l'endométriose? Est-ce que voilà, on peut faire officiellement ce relais-là pour que les personnes reviennent vers nous et qu'on vous les transmette? Bah oui, tout à fait, je vous remercie. Ouais. Oui. Mais on va refaire un appel parce qu'effectivement, on en avait déjà fait plusieurs et c'est bien qu'on puisse le refaire aujourd'hui et qu'on profite de cette occasion de l'Endorun pour lancer un nouvel appel à des familles dont la maman et la fille ou les filles sont atteintes ou des sœurs entre elles sont atteintes. Et on sait qu'il y en a, hein, c'est certain, on a ce retour assez régulièrement, ou des cousines entre elles aussi. Donc, n'hésitez pas à vous manifester auprès de l'association et on vous mettra en relation avec le docteur Isidore et le docteur Ploto qui travaillent sur ce sujet-là avec Sarah Lepage. Super. Est-ce que Marion, il y a encore des questions ou pas? Pas de nouvelles questions, non. Eh ben, je pense que c'était clair. On a fait le tour. On avait une petite remarque concernant le diaporama qui était très bien fait et clair. Merci Sarah pour cette présentation et puis voilà, la remise dans le contexte, c'était important. Merci beaucoup pour votre présence, Bertrand. Merci pour la présentation et pour la présence aussi, Sarah. On garde de toute façon les lives sur nos pages Facebook puisque les personnes peuvent les regarder ultérieurement. Et puis, donc, comme on vient de le dire, on relaiera des témoignages ou des gens qui souhaiteraient participer à l'étude pour que vous puissiez avoir de nouvelles familles impliquées dans le projet. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous et merci Valérie pour ta participation. Merci Marion pour ta présence et puis la veille sur les questions. On se retrouvera pour notre clôture de ce week-end final d'Endorun à 18h30 avec la présence d'Imani. On peut peut-être se faire simplement un petit point des compteurs. Nathalie, est-ce que tu as les chiffres sous les yeux? Alors, moi, j'ai les chiffres, oui, sous les yeux. On est à 4363 inscrits à l'Endorun cette année. Donc, une participation massive, c'est formidable dans ce contexte. Hein. On ne s'attendait pas du tout à mobiliser autant de monde de cette manière, mais vraiment, bravo et merci. Et merci de nous envoyer toutes vos photos. J'ai mon téléphone qui clignote dans tous les sens parce qu'il y a des mails qui arrivent depuis tout à l'heure en grand nombre avec vos photos, vos vidéos. Donc, on va traiter tout ça sans problème quand on aura quitté les Zooms. Et continuer, les inscriptions sont encore ouvertes, donc vous pouvez encore participer, il n'est pas trop tard, hein. Vous avez encore jusqu'à minuit, même si vous ne voulez pas sortir, autour du canapé, c'est bien aussi. L'important, c'est de participer et de contribuer à la recherche, parce que vous voyez, ils en ont grandement besoin et c'est important pour nous que ces travaux puissent être menés à leur terme et se développer.
Donc, pour le montant qui Oui. sera reversé à ce stade, je crois que Céline, on approche des 39 000 € qui ont été récoltés. Alors non, on a dépassé les 39 000 €. Nous sommes à 700 petits euros des 40 000. Donc, continuez à vous inscrire. Je pense qu'on les atteindra, mais il faut absolument que tout le monde se mobilise. Vous pouvez faire des dons. Nathalie, est-ce que tu peux nous rappeler le lien pour la page de dons sur le site, s'il te plaît? Alors, c'est www.endomind.org/don-recherche. Donc, pour mémoire, l'association est reconnue d'intérêt général, donc vous pouvez bénéficier de réduction fiscale. Donc, vous pouvez faire votre don directement en ligne, le paiement est sécurisé et vous recevez par mail automatiquement votre reçu fiscal à déduire dans vos prochains impôts. C'est toujours mieux de faire profiter des projets de recherche comme cela. Merci à tous. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre présence. Merci Sarah, merci Bertrand. Et merci pour ce super ce projet très utile que vous menez parce que voilà, on n'a pas fini de chercher les causes et les traitements à l'endométriose, mais merci d'y contribuer. Merci à vous. Merci à vous. Merci.